D'une année scolaire, quels sont les critères sur lesquels un parent doit se baser pour envoyer son enfant à l'école, dans un établissement, avec cette multitude d'établissements? Moi, je dirais sur la réputation de l'établissement, pourquoi? Enfin, la réputation est un établissement où les résultats sont positifs, la rigueur, je vais tout prendre ça en considération et je vais prendre également la distance. D'un autre côté, je vais regarder la fiabilité de l'établissement. Est-ce que l'établissement est reconnu par l'État ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène des établissements qui ne sont pas reconnus par l'État et parfois, en plein milieu d'année scolaire, on doit fermer l'école, les enfants. Oui. On est obligé de chercher un autre établissement pour les enfants. Ou les examens deviennent sous couvert d'autres établissements. Bien évidemment. Donc, ces critères-là, je les prends en considération. Et bien évidemment, vu la conjoncture économique, oui, je vais regarder l'aspect financier. Mais toujours est-il que pour un bon rendu, il faudrait faire le maximum et même l'impossible pour avoir un bon rendu en fin d'année scolaire. D'accord. Gisèle parlait tout à l'heure de rigueur. Pourtant, on sait aujourd'hui que beaucoup de parents ne voudraient plus qu'on fouette leurs enfants. Beaucoup de parents atterrissent dans les établissements aujourd'hui quand leur enfant est battu. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a encore vraiment des établissements de rigueur? Pour ma part, je pense que oui, il y en a. Mais je pense qu'il y a plusieurs manières de punir un enfant, de faire en sorte qu'il puisse arriver au résultat. Nous voyons plusieurs établissements, bien évidemment ceux qui sont religieux, oui, qui imposent déjà la rigueur dès le départ, c'est-à-dire vous savez que vous devez arriver à 7h30, oui, à plus de 7h30, vous savez qu'il n'y a pas de possibilité d'escalader le portail, vous savez que vous avez des heures de retard, vous avez des retenues. Les parents ont des groupes WhatsApp, oui, où des résultats sont régulièrement partagés. Il y a des sanctions, les professeurs partagent ils ont des relations particulières avec les parents de telle sorte que s'il y a quelque chose qui arrive, le parent est directement informé et il connaît la situation de son enfant. Et cela permet aussi aux parents qui à la maison de savoir ce que son enfant fait à l'école. Et ça, du moins pour ma part, ça met déjà un cadre, oui, pour que cet enfant ne puisse pas déjà aller à la dérive. Parce que nous voyons beaucoup de parents qui, à la recherche du pain quotidien, parfois négligent, ouais, ce côté éducatif-là. Et qu'est-ce que je dirais encore? Je dirais qu'il y en a, mais il faudrait juste que les parents aient suffisamment les moyens et le temps pour pouvoir suivre leur enfant. Que les parents aient suffisamment de moyens. On reviendra sur le cas des parents qui n'ont pas de moyens. Alors, on prend d'abord cet avis qui dit les établissements de référence n'existent plus vraiment. Les enfants peuvent être dans un cadre d'études propice pour son déploiement, mais les mœurs sont en forte régression. Or, on ne peut se contenter de former la tête et laisser l'individu. C'est pourquoi les rares établissements avec une certaine présomption d'innocence dans les scandales de mœurs infantiles sont de plus en plus hors de prix pour le commun des Camerounais. Mon approche est simple. Je choisis un établissement où j'ai une main mise de sorte qu'il y ait une synergie assez poussée entre l'éducation parentale et l'instruction à l'établissement. Cet autre avis qui dit, très vrai, je dis et j'insiste, il incombe à nous parents de mettre l'accent sur l'éducation de nos enfants car l'école instruit et l'enseignant ne complète que l'éducation que nous leur avons donnée. Et un enfant bien éduqué en famille est modéré même dans le cas de dépravation. Voilà. Et à vous, chers auditeurs, c'est aussi 55 01 54 16 ou le 6 77 07 94 24 que vous pouvez nous laisser des messages ou alors appeler pour nous dire sur quels critères se basent vos choix pour que vos enfants vous apportent des résultats escomptés à la fin d'une année scolaire. On prend cette petite musique de pause et nous revenons. Ton corps sur mon corps, ça fait du bien. Elle s'appelait Marie et moi je l'appelais Maria.
Elle s'appelait Marie, et moi je l'appelais Maria. Elle s'appelait Marie, et moi je l'appelais Maria. Elle s'appelait Marie, et moi je l'appelais Maria. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. Elle s'appelait Marie, et moi je l'appelais Maria. Elle s'appelait Marie, et moi je l'appelais Maria. Elle s'appelait Marie, et moi je l'appelais Maria. Oh oh. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. Elle est formée comme une guitare, avec des yeux figurines, sucrés jusqu'aux os. Comme Maria, une femme mal opposée. Embrasse-moi partout, partout, partout. Yeah. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment est-ce que je vous appelle? C'est Renzo le roi depuis Dragage. Oui, depuis Dragage. Comment est-ce que vous allez là-bas? Ça va tout doucement, sur la vie. D'accord. Alors, sur le sujet du jour, quel est votre avis? Je dis d'abord bonjour à tout votre panel là-bas. Oui, merci. Et surtout pour le choix de musique de ce matin. Ça nous réchauffe un peu là. D'accord. Surtout avec cette belle pluie. Hein. Oui, merci. Bon, par rapport à la thématique, moi je pense qu'il faudrait que les parents se penchent beaucoup plus sur le cadre. Oui. Parce que si par exemple un établissement est exposé autour de l'établissement, il y a parfois des bars, il y a trop de bruit, il n'y a même pas de clôture, l'enceinte scolaire n'est même pas protégée. Oui. Il n'y a pas également parfois les aires de jeu ou les aires pour faire le sport. Vous voyez, tout cet ensemble de choses parfois expose les enfants. Les enfants, au moment de faire le sport, sont obligés de sortir avec loin du cadre de l'établissement. C'est parfois pas bien. Et il faut également avoir une idée de qui est le promoteur de cet établissement scolaire. Parce que beaucoup de parents ne prennent pas attention à cela. Comme le disait une panéliste tout à l'heure là, beaucoup de parents ne cherchent même pas à savoir est-ce que cet établissement est autorisé. Parce que quand un établissement est clandestin, parfois même l'enseignement là-bas est de manière quelconque. Les enseignants qui y sont, comment sont-ils recrutés et tout ça là? Parce que parfois on ne regarde pas tout ça. Les gens partent, ils prennent les gens n'importe où, qui n'ont aucune formation pour encadrer les enfants. Et après on se plaint du résultat de l'enfant. Parce que quand un enseignant qui a étudié la méthodologie de la transmission du savoir, il sait comment, quelle approche, même quand les enfants ont des difficultés, il sait quelle approche utiliser pour pouvoir faire comprendre quelque chose à un enfant. Mais quand un enseignant n'est pas passé par ça, parce qu'il y a aussi aujourd'hui que certains jeunes enseignants-là qu'on recrute là comme des vacataires, ils ne prennent pas le temps de s'imprégner à la chose. Ils sont là juste pour la recherche de leur petit plan quotidien. C'est tout. Ils sont, parfois, moi je vous assure, je regarde parfois les cahiers de mes neveux, ça fait un peu parfois mal au cœur. Vous voyez une certaine légèreté dans un certain ensemble de choses, ce n'est pas bon. D'accord. Ce n'est pas vraiment bon du tout. D'accord. Donc pour moi, je pense que au-delà de parce que parfois chacun peut aussi regarder
quel est le niveau de son portefeuille. Mais vraiment, il faut regarder le cadre sécuritaire d'abord. Parce que quand c'est d'abord bien protégé, l'enfant, quand il entre à l'école, il n'a pas accès n'importe comment à la sortie. Donc quand il y a déjà au moins ce petit cadre-là, on est un peu rassuré. Et puis le reste, maintenant, les enfants qui parfois profitent au moins de faire le sport, ils disparaissent. Oui. Exactement. Parce que ce n'est pas dans l'enceinte de l'établissement. Parce que les gens aujourd'hui, là, dans les critères qu'on donne, les gens ne respectent pas ça. Vous voyez un établissement, il n'y a pas de place même pour un quelconque, peut-être un petit stade de handball là, il n'y en a pas. Exactement. D'accord, monsieur, merci pour votre participation ce matin dans l'émission. Merci, bon week-end à vous. Restez connectés sur les ondes de la 87.7 jusqu'à 10h. Voilà, on revient en musique avec Petit Pays. Nous partons dans la ville de Douala, où s'est tenue le 7 août 2025 une cause pour la gente féminine, une cause pour la femme, pour dire haut et fort qu'on en a assez des violences faites aux femmes, les violences sur tous les points, le point physique, psychologique, sociétal et j'en passe. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Victor Hugo qui dit parler, c'est commencer à vivre. Donc, au cours de cette cérémonie, des femmes africaines pour le développement, c'était l'occasion, voilà, de donner un cri. Un cri de détresse qui dit assez aux violences faites aux femmes, assez aux larmes des femmes. Et on a eu beaucoup de témoignages, on a eu beaucoup de femmes qui se sont engagées pour la cause féminine. Mais ce qui m'a marqué à moi particulièrement, c'est qu'il y avait la présence des hommes aussi. Voilà, des hommes qui ont choisi d'accompagner ces femmes, qui ont eu cet instinct en me disant je suis un homme et j'ai une femme, je suis un homme, j'ai une fille, j'ai une maman, donc je me dois de soutenir cette cause. Je viens ainsi vous inviter à écouter cet entretien, cette interview que nous avons eue avec le responsable de la mobilisation des femmes africaines pour le développement, j'ai nommé Guillaume Épée. Alors, on s'est posé une question, c'était pourquoi cri des femmes ? Pourquoi est-ce un cri de joie, est-ce un cri de peur? Pourquoi est-ce que les femmes sont-elles en train de crier? Après, quand on parle de violence, je ne pense pas que ça serait un cri de joie, un cri, pour moi, c'est un cri douloureux qui parfois ne sort pas. On n'a même plus la force que le son sorte, le cri est à l'intérieur, il s'apaise et c'est lourd. J'invite la technique à nous délivrer cette interview que nous avons eue avec monsieur Guillaume Épée, responsable de la mobilisation. Pour pouvoir éveiller les consciences, pour pouvoir dénoncer. Voici le pourquoi cri de femmes. Pousser les femmes victimes de violences, tant physiques, psychologiques, sexuelles, verbales, économiques. Quel que soit le type de violence, le cri de femme est là pour pouvoir dénoncer les personnes qui en sont à l'origine. Et de quel cri est-ce qu'on parle? Est-ce un cri de joie, un cri de peur ou un cri de détresse? Quelle est votre visée et votre cible? De quel cri on parle? On parle d'un cri de détresse. On parle d'un cri qui appelle à une aide. Quelle est la visée? La visée est tout simplement celle-là, de toucher le plus grand nombre de femmes qui en souffrent. Voilà pourquoi on parle de l'expansion de l'activité sur civil. Quelles sont les stratégies que les femmes africaines pour le développement ont mis sur pied pour aider les femmes qui sont victimes de violences en Afrique et particulièrement au Cameroun?
À cette question, je répondrai en disant tout simplement que nous avons développé la stratégie sur 3 aspects. Le premier aspect en plus dans la sensibilisation. La deuxième stratégie, on parlera de l'éducation parce qu'il faudrait éduquer la femme qui est victime de violence sur comment est-ce qu'elle devrait se comporter face à une violence. Quel est le chemin, quelle est la porte qu'elle pourra toquer, qui pourra lui être ouverte afin qu'elle puisse avoir une oreille attentive, une personne empathique qui pourra se mettre à sa place et l'écouter sans toutefois la juger. Également, nous avons le dernier point qui est tout simplement d'encourager ces femmes. Comment encourager ces femmes? En leur apportant notre aide par l'offre de la sensibilisation, l'offre de l'éducation et l'offre peut-être de l'autonomisation par une formation sur peut-être la fabrication d'un savon gel liquide, de l'eau de javel. Question de développer un côté commercial actif qui pourrait davantage lui permettre de se faire un peu d'argent pour ne plus dépendre plus ou moins d'une personne lambda sous prétexte qu'elle n'a pas de choix. Quelle serait la meilleure façon, selon vous, pour ces femmes-là de dénoncer les violences auxquelles elles font face dans leur foyer et dans la société en général? La première et la meilleure façon pour l'association FAD est tout simplement de dénoncer, de porter plainte. Et il a été dit hier de déposer les plaintes à plusieurs endroits et de garder des copies qui pourront faire foi. De se rapprocher des associations autres qui peuvent avoir la possibilité de faciliter la faisabilité de la prise en compte peut-être de la plainte et de voir comment suivre le dossier. Il est à noter également que nous rencontrons la difficulté de ne pas exercer dans une société qui nous écoute et se met directement à notre place et se voit de nous satisfaire. D'où développer des stratégies pour pouvoir déposer les plaintes à plusieurs endroits et d'espérer qu'on pourra avoir un retour favorable. Jour après jour, on parle de sensibilisation sur les droits des femmes. Comment faire comprendre aux détracteurs des femmes qu'ils devraient les respecter et qu'elles ont des droits? Comment le faire? Nous avons développé l'idée de faire comprendre que la femme qui pousse le cri a besoin également d'un homme qui peut l'aider à pousser ce cri. C'est la raison pour laquelle l'activité d'hier, lors de notre présentation, nous avons invité tout le monde, femmes comme hommes. Mais les hommes ont été à minorité et il y en a un qui dans la salle a dit « Si vous avez besoin de nous pour vous aider à crier fort, imprégnez-nous parce que nous avons des mamans, nous avons des sœurs, nous avons des filles. » Alors nous tenons compte de cet aspect dans notre élan, tout simplement de nous rapprocher également des hommes pour pouvoir véhiculer l'information liée à notre sensibilisation. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent être empathiques, qui peuvent se mettre à la place d'autres femmes et de comprendre ce par quoi elles peuvent passer lors de ce moment-là. Au sorti de cette rencontre qui s'est tenue hier, le 7 août 2024, quelle est la meilleure façon, la meilleure stratégie pour une femme de faire connaître ses droits, de s'affirmer, de montrer à quel point elle est valeureuse et qu'elle mérite d'être respectée? La FAD, dans sa vision, demande à la femme qui est victime de violence de ne pas attendre que ça se répète, de partir au premier acte posé, d'accepter de souffrir mais loin de la souffrance, de prendre du temps, du recul, de toucher le fond, d'aller en profondeur, de sombrer mais de relever la tête. Si relever la tête demande d'accepter qu'on n'est rien, soyons rien et donnons de nouveaux points de départ. Rapprochons-nous des personnes qui peuvent nous aider, rapprochons-nous des invités qui peuvent, lors d'une séance comme celle d'hier, avoir des moyens, des solutions à proposer. Rapprochez-vous des organisations qui peuvent prendre en compte cet aspect. Donc, nous poussons tout haut ce cri pour pouvoir toucher des femmes, pour pouvoir chercher celles qui en souffrent, pour pouvoir leur offrir la meilleure information, la meilleure stratégie d'approche vers la personne qui peut leur offrir des solutions éventuelles par rapport aux problèmes qu'elles rencontrent chaque jour. Une interview et triste quand même, sans être là-bas, sans avoir été là-bas. Je peux ressentir l'atmosphère qu'était cette conférence avec des femmes qui sont venues témoigner, des femmes qui se sont senties mal, Laetitia, parce que après tout, ça fait mal de se faire torturer, que ce soit physiquement, à plus forte raison moralement encore. Justement, ayant compris que ça fait mal de voir les femmes souffrir comme ça, il faudrait qu'elles comprennent que briser le silence, c'est donner une voix à ce qui porte vraiment. Et la vie de chaque femme, aussi
petite et grande, noire, claire qu'elle soit. C'est très important. Et c'est une occasion également pour moi de remercier Fatima Ewane, qui est la fondatrice des femmes africaines pour le développement. Vous savez, c'est un phénomène actuel. On en parle. Dans les couloirs, mais oser prendre l'initiative de mettre sur pied toute une association qui porte sur elle des causes louables, voilà, pour les droits des humains en général et les droits de la femme en particulier. Je vais également remercier, voilà, la marraine du projet, c'est une artiste, Zinali, voilà, qui était également là du côté de Douala, voilà, pour cet événement vraiment qu'il faut acclamer parce que comme on a entendu Monsieur Guillaume Épée, voilà, ils ont également encouragé les femmes à avoir cette autonomie-là financière, à faire des petits boulots, confectionnement des savons et autres, voilà, pour celles qui ne sont pas déjà formées, voilà. Donc c'est ce que je veux dire à propos de cette rencontre qui s'est tenue. Gisèle Matib, je ne sais pas si dans votre entourage vous avez déjà eu un cas pareil, une femme battue, une femme qui s'est résignée au silence et à qui il faudrait donner des conseils. Alors, dans mon entourage, certainement, j'ai eu des camarades. On a même des tantes dans nos familles. Certainement, elles ne sont pas battues de manière, je peux dire, officielle, mais elles sont battues par des mots. Parfois, les violences peuvent être assez psychologiques et elles peuvent être assez destructrices parce qu'elles gardent cela dans le cœur et à la fin, ça détruit, ça crée des AVC, ça crée beaucoup d'autres maladies comme des cancers. On n'imagine pas quelle est la portée souvent de ces violences, mais c'est très élevé. J'ai une camarade qui, lorsqu'on était étudiant à Yaoundé 2, qui se faisait battre par son fiancé, si je peux dire ça. Et c'était vraiment atroce. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'elle partait, elle revenait. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Justement, à comprendre. J'ai justement un cas comme ça. Une fois, je lui ai déjà tellement demandé que, mais attends, votre amour là, c'est seulement quoi? On a seulement, le gars là t'a seulement donné quoi? Parce que elle est battue jusqu'à tomber épave. Mais elle revient toujours et encore. Et vraiment, ce que Monsieur Guillaume a dit, il faudrait que la femme soit financièrement, voilà, financièrement située. Parce que elle aussi, parce qu'elle parfois elle te dit non, elle reste parce que voilà, il doit payer la pension de mes enfants et tout. Il doit, parce qu'elle ne fait rien. Pour aller dans une cérémonie, dans sa propre famille, elle doit supplier, elle se fait insulter. Et elle et toute sa famille, parce qu'elle veut de l'argent pour se rendre dans une cérémonie chez elle. Donc, vraiment, autant de choses. Après, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais tu es belle, Mako, tu es belle, tu as tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais moi, ces femmes-là qui sont battues, moi, je vais dire, comme M. Guillaume Lepé l'a dit, dès le premier signal, vraiment, essayez, faites tout, même l'impossible, de vous éloigner. Parce qu'elles sont nombreuses, les femmes qui ont perdu leur vie en allant et revenant, Aujourd'hui, il me bat, assurément, c'est dire, assurément, demain, il va changer. Non, dès le premier signe d'alarme, il faut s'en aller. Pas forcément s'en aller et peut-être abandonner ses enfants, mais il a parlé de signaler, il y a des associations qui luttent pour les causes des femmes, et peut-être faire une déclaration à la police et garder des exemplaires en guise de preuve. Voilà, faire tout pour assurer sa survie. Donc, c'était tout pour l'envol aujourd'hui. On retient que la femme, chaque vie est importante, et que voilà, on doit briser le silence sur toutes les violences faites aux femmes. Voilà, merci Laetitia de nous avoir mené cet entretien avec Monsieur Guillaume Épée, voilà, qui était là aux côtés de Madame Fatima Ewane à Douala. Également, je me suis plongée un peu dans ton petit univers de l'envol.
dans ton petit univers de l'envol. Et j'étais chez I Am 237, je suis 237 en français, qui nous propose quelque chose d'authentique, qui veut valoriser la culture africaine, mais surtout camerounaise. Voilà, il veut mettre en avant l'identité camerounaise. I Am, c'était dimanche dernier, voilà, à Bastos, à l'ouverture de sa 3e boutique, 5 ans après, voilà, une 3e boutique tenue par une conférence et l'inauguration en elle-même. C'était vraiment quelque chose de beau et de bien à vivre. Il y avait là ces égéries, voilà, qui représentent vraiment la marque et l'authenticité qu'il essaie de mettre en avant. On parle là de Moustique Charismatique, on parle de Marcel Couture, on parle de Daniel Sang et également de la Miss. On a eu l'une des Miss là également qui porte cette marque. C'était là mon petit tour dans l'envol également. Moi, dans ton univers. Moi, derrière ce I Am 237, oui. Moi, je vois plutôt une façon de dire quittons un peu de l'Afrique attitude oui. au Cameroun attitude. Ouais. Voilà, parce que c'est pour lui une façon de valoriser particulièrement l'identité culturelle camerounaise. Donc, je vois ça comme ça. Merci pour cette petite découverte au cœur de 237. D'accord, c'est moi qui te remercie. Et nous revenons directement sur notre sujet du jour, chers auditeurs. Sur quels critères est-ce que vous vous basez pour le choix de l'établissement de votre enfant? Quels sont les critères que vous mettez en place? Quels sont, voilà, tout le regard, vous posez vos regards sur quoi pour faire un bon choix de l'établissement pour votre enfant? Alors, on parlait de relations particulières tout à l'heure, Gisèle. Alors, est-ce à dire, parce qu'on sait que relations particulières aujourd'hui, et l'auditeur l'a encore signalé tout à l'heure, il faut avoir une certaine complicité avec certains enseignants pour que ton enfant soit regardé, pour que ton enfant soit protégé. Aujourd'hui, ça demande les moyens. Parce que quand tu vas voir un enseignant pour qu'il ait un regard sur ton enfant, il va te dire, paye, il faut payer pour que... Oui, justement. Alors, est-ce que si on regarde ça, qu'il fait une relation particulière, est-ce que celui qui n'a pas assez d'argent, le Camerounais moyen, qui ne s'en sort pas, peut vraiment se rester et taper la main à la poitrine que son enfant ramènera des bons résultats. Son enfant rentrera à la fin de l'année scolaire comme il est parti, vraiment sans mauvaise pensée, sans dépravation et autres. Ta question est assez compliquée parce que je pense, comme tu l'as dit tantôt, il faut payer. Oui. De nos jours, je vois rarement des enseignants qui sont capables, avec des effectifs qui sont déjà assez pléthoriques dans les salles. Il est d'abord assez difficile pour un enseignant de suivre d'abord tous ses élèves. Oui. S'ils sont, disons, 100 dans une salle de classe, suivre tous les enfants. Alors, si un parent aimerait avoir un suivi particulier, il faudrait bien qu'il motive d'une manière ou d'une autre l'enseignant. Et pour ma part, ça peut être d'abord par sa présence régulière. Ouais. Un parent doit être régulier dans l'établissement de son enfant. Déjà pour se montrer, pour dire que je suis le parent de l'enfant tel. Ouais. Montrer qu'il est assidu, il regarde les devoirs. Il demande aussi si l'enfant a des difficultés particulières. Déjà, quand le parent a l'habitude de voir, quand le professeur ou le maître a l'habitude de voir le parent, il regardera au moins sa enfant parce qu'il saura que non, cet enfant, le parent le suit d'abord. Et ensuite, si le parent aussi apporte une certaine motivation, ça pourra aussi participer, entre autres. Et... mais je pense que ce qui est idéal, c'est le suivi personnel, c'est-à-dire que le parent suive son enfant à la maison. Parce que ce qu'on donne à l'école, c'est minime, mais le suivi particulier, c'est à la maison. Est-ce qu'il fait les devoirs? Est-ce qu'il comprend ce qu'on fait à l'école? Est-ce qu'il a des difficultés particulières? Le parent doit être vraiment... derrière son enfant, si je peux dire. D'accord. Laetitia, est-ce a dit que le pauvre n'a pas droit à l'école? On a d'ailleurs, je me souviens, j'avais un professeur qui nous disait toutefois que vraiment, si vous êtes pauvre, restez chez vous, vous n'avez pas droit à l'éducation.
Parce qu'il suffisait que tu n'aies pas son livre et puis il te dit, si tu es pauvre, tu restes chez toi. Et ça dit que l'enfant du pauvre n'a pas droit parce que là, il faut vraiment tout le temps monnayer, regarder le standard. Parce que l'auditeur l'a dit tout à l'heure, les établissements qui ont tout, vraiment, salle de sport, ci et là, il ne faut pas se déplacer pour aller faire sport ailleurs. Il y a la barrière, tout est vraiment cadré et recadré. Et là, on sait que ce n'est pas une petite somme qu'il faut débourser. Alors, est-ce que l'enfant du pauvre doit rester à la maison ou aller à l'école pour qu'il soit vraiment, il ne se perde pas? L'enfant du pauvre a bien évidemment droit à l'éducation. Oui. Donc, je dirais non. Toujours et à chaque occasion que toute personne se mettra en travers de l'éducation d'un enfant. Alors pour moi, je pense que si un parent n'a pas assez de moyens, il pourra mettre son enfant dans une école, voilà, qui peut, d'une quelque sorte qu'il soit, remplir quelques critères et il faudrait que le parent soit derrière son enfant. Voilà, si c'est une école déjà où le contenu pédagogique est bon et tous les autres critères, il peut essayer de voir si, par exemple, il peut être là chaque fois que l'enfant va sortir de l'école, si le cadre n'est pas approprié, s'il peut être là à chaque fois que l'enfant aura besoin, voilà, d'aide. Est-ce que l'enfant a compris les cours comme Gisèle Maxi l'a si bien dit? Est-ce que l'enfant est à la ligne? Est-ce qu'il prend bien les cours? Est-ce qu'il n'a pas de problème avec ses camarades à l'école? Parce qu'il y a également des frustrations. Parfois, le cadre est bon et tout, mais parce que l'enfant est frustré par l'un de ses camarades, il se voit à ne plus suivre bien les cours, peut-être ne plus noter les cours, il ne comprend rien à l'école. Voilà, il faudrait avoir une communication parfaite avec son enfant, l'accompagner à chaque pas, à chaque seconde. D'accord. 655 01 54 16, 655 01 54 16 ou le 677 07 94 24, 677 07 94 24 sont les codes d'accès qui vous permettent, voilà, de nous laisser vos avis, de nous laisser vos messages. On prend cet avis du côté de la technique. Bonjour, chers auditeurs de Mo Radio. Je suis Roy Kelly Essian, chercheur en sciences politiques. Donc, ma contribution à la question de savoir quels sont les critères pour le choix de l'établissement au moment de la rentrée. Je dirais de prime abord que chaque parent souhaite une éducation globale pour son enfant, c'est-à-dire des enseignements et maintenant la morale. Nous connaissons tous ces affaires de mœurs qui empêchent la jeune génération de véritablement s'épanouir parce que les cas sont une multitude. On n'en compte plus. Maintenant, au niveau du choix de l'établissement, on a toujours besoin d'avoir un établissement où on aura la même mise. Là, un établissement qui s'érige en une sorte de référence sur la scène nationale, sur la scène locale. Donc, on a toujours besoin de cet établissement-là où on est sûr que l'enfant en y allant, non seulement aura une très bonne formation en termes de curricula, mais également, il sera moralement un bon produit pour la société de demain. Donc, les critères vont donc aller entre ces écoles de référence, d'une part, et d'autre part, les autres écoles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas forcément au top, mais qui permettent quand même de gérer au niveau du coût. Parce que, ne nous mentons pas, les écoles de référence, tout le monde n'a pas la capacité d'y inscrire un enfant. Je vais prendre par exemple, sans publicité, si vous me le permettez, Vogt et Saint-Benoît, La Gaîté et autres. Donc, on n'a pas la capacité tout le temps de mettre des enfants là-bas. Donc, on se rabat donc sur des écoles qui viennent juste après et dont on a une certaine emprise. Moi, par exemple, pour mes enfants, qu'est-ce que je fais? À la rentrée, je choisis l'établissement où
je peux le mieux contrôler l'enfant. C'est-à-dire, les enseignants, à défaut de les connaître, ils doivent être très coopératifs parce que l'éducation d'un enfant relève d'abord des parents en tant que sphère de socialisation première et des enseignants qui vont donc prendre le relais après les parents. Donc, je pense que cette astuce-là, elle peut aider plus d'une personne. C'est-à-dire des établissements où vous avez la capacité de vérifier un certain nombre de choses concernant votre enfant. On a écouté cet auditeur et nous revenons encore avec d'autres avis que je vais directement lire. Il y a celui qui dit « L'éducation d'un enfant est prioritaire pour tout parent soucieux du devenir de sa progéniture. Pour ce faire, plusieurs critères caractérisent le choix d'un établissement scolaire. La renommée, le taux de réussite aux différents examens, le cadre bien sécurisé, la discipline, la proximité, l'agrément enseignant de qualité pour une éducation de qualité, l'encadrement, la propreté incluant le personnel, les élèves, les toilettes sur le plan sanitaire. Bref, l'excellence en tout et surtout les prix de la scolarité abordable ou dont on sera à la hauteur d'assumer. » Voilà, il y a un autre qui dit sur la qualité, il mise sur la qualité de l'enseignant, de l'établissement, la distance, éviter les longues distances. Bon, on parle là d'éviter des longues distances. Pourtant, avant, je me rappelle, la maman disait souvent qu'elle ne peut pas nous mettre dans les écoles proches de peur de rentrer et venir se loger à la maison facilement parce que tu sais que la maison est à côté. Pourquoi aujourd'hui la distance devrait-elle poser problème? Est-ce que c'est la maman qui avait tort de nous mettre un peu trop loin ou alors il faudrait vraiment que l'enfant soit à côté, là il est plus regardé, il est plus recadré? Comment est-ce que, quel est le choix pour toi? Longue distance ou alors une distance assez moindre? Pour ma part, je préfère la distance assez moindre. Parce que déjà, quand on est proche de la maison, on a tendance à être un peu paresseux. Oui. On peut fuir facilement et se dire que le cours ne m'intéresse pas, je sors, je rentre à la maison. Oui. Or, quand ce n'est pas très proche de la maison, tu te dis qu'il te faudra encore un peu de temps, peut-être prendre le taxi et tout. Mais pour ma part aussi, je dirais d'un autre côté que ça dépend aussi de l'éducation des parents. Oui. Parce que même quand c'est proche, tu sais que si tu rentres à la maison, de manière, je ne sais pas comment, même psychologique, tu te dis que ton parent peut te taper dessus. Oui. Donc, tu as intérêt à rester à l'école et à t'appliquer. Pour ma part, nous, on était dans des établissements pas très proches de la maison. Mais même quand le professeur n'était pas là ou bien quand des étudiants fuguaient pour rentrer, toi, tu n'avais pas le courage de le faire. Parce que je sais que si tu rentres et ton cours n'est pas dans le cahier, mais on va te faire ça dur. Hein. Oui, donc... On avait intérêt à rester à l'école et à être vraiment attentif à tout ce qui se passe. Exactement. Alors, on a cet autre message qui dit « C'est vrai que moi, je me base surtout sur la discipline, le survie, mais avec les prix, je me bats à être au milieu pour le meilleur suivi de mes enfants. » Mais j'ai une question alors qui me taraude l'esprit. Est-ce que rigueur, parce qu'on parle beaucoup là de rigueur, de discipline, est-ce que rigueur prévaut toujours avec moralité? Parce que on a vu beaucoup d'établissements aujourd'hui, d'ailleurs, ça bat de plus en plus en plein, des vidéos circulant des élèves dans des parties de jambes en l'air, dans des maisons meublées, voilà, des appartements meublés et tout et tout. Est-ce que rigueur va toujours avec bonne moralité dans l'établissement? Je voulais savoir, c'est rigueur de l'établissement ou bien rigueur des parents? Bon, peut-être on peut inclure les parents également à l'intérieur parce que tu l'as d'ailleurs dit, il ne suffit pas aux enseignants de faire le travail, mais vu qu'on est dans l'établissement, est-ce que si l'établissement a d'abord une bonne moralité, si l'établissement divulgue d'abord une bonne moralité, au-delà de la rigueur, est-ce que également la moralité n'est pas à regarder? Bien sûr qu'elle a à regarder. Pour ma part, je pense que les deux devraient aller ensemble. Oui. La rigueur et la moralité. Mais nous avons toujours des personnes qui arrivent à se défaire du système. Oui. Par exemple, dernièrement, j'ai eu à voir une vidéo
d'un collège assez renommé de la place, je ne citerai pas le nom, un élève qui faisait la classe de 5e, qui venait proposer à une dame qui travaillait dans un prêt-à-porter juste à côté, qu'il était prêt à payer cher pour des vidéos voilà, des vidéos, des bas qui ne sont pas bien. Et la dame était choquée qu'un enfant de la classe de 5e puisse lui proposer cela. Elle lui a demandé s'il avait l'habitude de le faire. Le jeune homme lui a dit qu'il avait l'habitude de voir des gens dans son entourage, ses parents et certains de ses frères le faire. Donc, pour lui, il a cru que c'était normal. Mais il est dans un établissement assez rigoureux, un établissement qui est assez regardant sur la moralité. Donc, je pense qu'il y a toujours des failles et j'attire l'attention des parents qui doivent vraiment, vraiment surveiller les téléphones, la vie de leurs enfants, parce que ça ne va pas toujours de pair de nos jours, mais c'est vraiment à surveiller cette moralité. Alors Laetitia, pour toi également, c'est rigueur, moralité, si les deux doivent vraiment aller de pair et si un parent vraiment attend des bons résultats et que la moralité de son enfant ne soit pas entachée, il faudrait que les deux s'y mettent à la tâche. Les deux devraient bien évidemment se mettre à la tâche et le parent, voilà, pour moi la rigueur n'est pas se mettre voilà, dans une sphère de violence, pardon, parce que très souvent lorsqu'on entend rigueur, ça rime avec nos cultures africaines, nos anciennes cultures de bastonnade et tout, mais il y a d'autres façons voilà, de ramener les enfants à la raison et s'atteler davantage de la meilleure des façons qu'ils soient sur l'éducation des enfants, les fréquentations, voilà, et communiquer avec l'enfant, dire à l'enfant que voilà, si tu fais ça, assurément, tu seras puni parce que tu es en train d'enfreindre la loi. Il y a des lois partout. Et pour que la famille fonctionne bien, pour que notre maison fonctionne bien, il faudrait que tu fasses ta part, que tu respectes ce qu'il y a à respecter ici à la maison et que tu en fasses davantage lorsque tu es à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, tu représentes qui? Tu représentes ta famille, tu représentes tes parents. D'accord. On continue de prendre les avis et cette fois-ci, c'est du côté de la RDC avec Julie Guetta qui nous donne ses impressions, qui partage avec nous voilà, son avis ce matin sur les ondes de la 87.7 Mon Radio TV. Et à vos chers auditeurs, c'est au 655 01 54 16 ou le 6 77 07 94 24. Nous l'écoutons. Quels sont les critères à en tenir en compte pour le choix d'un établissement scolaire? Déjà, il faut penser à l'accessibilité, la localisation. Est-ce que l'établissement est distant du domicile? Est-ce que le chemin à parcourir est sécurisant, tant pour l'enfant que pour le parent? C'est un facteur très important. Et puis voir s'il existe des navettes scolaires. Dans les cas contraires, il faut déjà prévoir un budget conséquent par rapport à l'établissement que vous avez choisi, par rapport à sa distance. Il y a les côtés environnementaux qu'il faut tenir en compte. Environnement, pourquoi? Parce que il existe de ces établissements qui ne respectent pas les normes environnementales. Est-ce qu'ils sont entourés des églises ou des bars qui peuvent causer la nuisance sonore et empêcher ainsi les élèves à ne pas rester concentrés? Ça, c'est très important comme facteur. De temps en temps, de façon normale comme ça, il faut passer dans cet établissement, vérifier l'état des sanitaires, vérifier s'ils ont l'équipement adéquat pour les élèves selon les options, voir s'il y a une salle informatique, voir s'il y a un laboratoire et consort. Ça, c'est très important. C'est un facteur aussi à tenir en compte. Et puis, je parlais de la sécurité, je parlais de la localisation et puis le coût. C'est très important. Mais surtout la taille aussi, l'effectif dans ces établissements, dans chaque classe, Parce que si l'effectif est petit et réduit, il y a le temps de contrôler l'évolution des élèves. Mais s'il y a un grand effectif, j'ai vraiment du mal à voir mon enfant dedans et rester concentré. Donc ça, c'est très important. Il faut aussi veiller à cela, veiller à la réputation de l'école. Chercher à savoir auprès des parents qui étaient là, quels ont été les rapports entre parents, professeurs et élèves, parents et professeurs. Donc ça, c'est très important aussi. Il faut vérifier tous ces facteurs-là.
Dans ma vie, y a souvent eu des traumas. J'étais fatiguée, y a souvent eu des traumas. Aujourd'hui, y a rien à faire, le bonheur, je l'ai dans ses bras. Ma prière à Dieu est de veiller plus longtemps. Mentalité de Bamenda, investissement à Cocody. Et toutes les richesses du monde pour toi. On a fait tout ce qu'on s'est dit. Quitte à riser tous nos ennemis, moi je ne les vois plus. Et tout en dolce, je m'en occupe, toi tu ne comptes plus. Je n'ai confiance en personne, moi je me méfie, oh. Mais tu m'as appris à calmer mon cœur et à rester précieux. Je peux tout donner seulement pour la mater, oh. Mais je t'ai choisi, et si tu as mal, je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Andolo, je peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Laisser, oh. J'achète, donne-moi le prix, j'achète. Après tout, entre love et love, ce qui change n'est qu'une seule lettre. Oh, j'achète, donne-moi le prix, j'achète. On a longtemps souffert, oh. Mon clair passera l'hiver, oh. Donne-moi le prix, j'achète. Mentalité, j'achète. On a longtemps souffert, je te dis j'achète. Donne-moi le prix, j'achète. Mentalité, j'achète. On a longtemps souffert. Je n'ai confiance en personne, moi je me méfie, oh. Mais tu m'as appris à calmer mon cœur et à rester précieux. Je peux tout donner seulement pour la mater, oh. Mais je t'ai choisi, et si tu as mal, je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Andolo, je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Et nous revenons, c'est pour le Festiazik. Festi Azik. Le meilleur de la musique camerounaise, c'est ici et maintenant. Festi Azik avec Laetitia Amanda. Elle est une auteure, compositrice et interprète, faisant un hommage particulier à la culture camerounaise et en particulier la culture étonne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dame majestueuse à la poignée vocale de taille. Aujourd'hui, nous parlons d'une femme guitariste. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez une idée? Non. Il y a encore le suspense, on ne sait pas. Et j'aime bien ça. Je vous parle dans Festiazik de Berthe Lebas et Tono, plus connue sous l'appellation L'Or Noir. L'Or Noir, L'Or Noir. C'est une artiste camerounaise, voilà, enfuie dans la culture étonne. Elle sait très bien nous renvoyer sa culture. Elle a une façon particulière de parler que j'affectionne. C'est sa façon à elle de ramener le substrat étonne lorsqu'elle parle. Elle n'a pas, voilà, pris cette révolution de franciser son langage comme beaucoup ici, particulièrement moi, mais elle fait ressortir, voilà, ses origines, son identité culturelle. Et aujourd'hui, c'est une joie pour moi, un hommage que je rends à cette femme qui nous représente partout, partout dans le monde. Elle nous a représentés à Rabat, à New York, à Abidjan, îles Canaries. Elle est partout à la fois. Et quand je pense à elle, voilà, je me dis, est-ce que vous avez une idée exacte de l'envergure de cette femme? Elle nous fait, voilà, voyager entre divers rythmes du bikutsi, voilà, d'amour. On danse avec elle, on parle d'amour, on parle de tout.
parce qu'elle a des messages particuliers. Elle nous fait également voilà, du afro-pop, de la funk. Voilà. Elle nous fait voyager au travers voilà, de sa voix. Et je vous invite à écouter un titre particulier qui parle d'un retour à la ville natale, d'un retour aux sources. Le titre est Au diable. Yes. Mini junta ma jabu wami ye. Mini junta ma bana yami ye. Mini junta ma bi musa yami ye. Mini jabla ta bi yagla yami ye. Kakai bana makama jang. Ininga bo papa mama pama. Azena yama mkwara mkwara. Mina makama yene. Hey yeah yeah yeah, nangwane. Hey yeah yeah yeah, papa. Hey yeah yeah yeah, nangwane. Hey yeah yeah yeah, papa. Cha cha. Ce titre, pour ceux qui ne comprennent pas, parle d'un retour aux sources, d'un retour chez soi. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de partir très loin et oublier leur pays, oublier leur terre natale, leur maman. À travers ce titre, elle donne voilà, un message de retour à la ville natale. Moi, sa voix a une sorte de nostalgie en moi. À chaque fois que j'écoute ces musiques, ça me dit... Voilà, tu as une identité à faire valoir, voilà, à mettre en avant. Gisèle Matib, est-ce que tu as un intérêt particulier pour cet artiste? J'avoue que c'est une belle découverte. Je ne la connaissais pas. Et ça fait plaisir d'entendre. Ce sont des rythmes que j'aime bien écouter, un peu de jazz, un peu de... C'est très bon à entendre. Voilà, donc comme tu l'as bien dit, c'est très bon à entendre. Et elle a également une sorte de nous ramener à de faire un juste milieu entre la modernité et la traditionnalité. C'est-à-dire qu'elle ne se rabat pas sur un point. Elle dit, voilà, les sociétés évoluent, le monde évolue. Voilà, je vais trouver une stratégie pour faire renaître une culture qui est enfuie en moi dans une modernité très particulière. L'Ornois est une ambassadrice culturelle. Comme je l'ai dit, elle nous représente partout dans le monde. Et à travers sa voix versatile, envoûtante et puissante, elle met en avant un style. Le Cameroun attitude. Comme je l'ai dit avec le IAM 237, c'est également une façon de dire IAM 237 sous un prisme musical. Alors, le prochain titre que je vais vous faire découvrir a une grande portée musicale. Pourquoi est-ce que je le dis? Très souvent, lorsqu'on écoute des artistes, on met l'accent sur la voix de l'artiste. On oublie très souvent la musique qui est jouée derrière, les instruments, les guitaristes. Et cette musique, pour moi, a une grande portée, voilà, que je viens vous inviter à découvrir. Le titre, c'est Njouk. Et vous n'aurez pas voilà, de peine à écouter ce titre, à découvrir cette œuvre musicale. One wale, ojono luko cover. Hey, one wale, ojono luko kaya. Hey, one wale, ojono luko comte. Hey, one wale. Savanu jama bitwam na la ye. Savanu jama bitam na la ho. Savanu vun marob do
artiste a des collaborations, elle collabore avec des artistes vraiment à qui il faudrait dire bravo. Bravo, pourquoi? Parce qu'il y a un gros travail musical qui est effectué derrière. C'est une occasion, voilà, pour moi de saluer le percussiste Bachiri Johnson, qui est un percussiste avec qui elle a déjà collaboré. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, nous sommes à Yaoundé, nous sommes à la découverte de la culture étonne et d'une femme authentique, je dirais engagée dans la musique. Gisèle, tu nous as parlé d'un artiste, je ne sais pas si je dois dire artiste entre guillemets, voilà, qui s'est lancé dans le bain de la musique sans savoir que voilà, tout ce qu'il faut faire dans la vie, il faut vraiment le faire très bien. On assiste voilà, à des artistes qui ne veulent vraiment pas prendre le soin sur eux de se former dans le domaine. Dans tout domaine, on se forme. Je ne sais pas pourquoi dans la musique, on se lance comme ça. Lorsqu'on veut être conducteur, on part dans une auto-école, on apprend à conduire, on apprend à être médecin, on apprend tout dans la vie, mais avec la musique et l'essor de la technologie, voilà, on se dit, bon, je vais faire ça vite fait. Surtout avec l'IA qui facilite les choses aujourd'hui. La tâche. Non, tu dis l'IA que, par exemple, sors-moi le texte d'une musique, il te sort le texte, après tu viens chanter, tu dis que, oh, je suis artiste. Vraiment. Et voilà, L'Heure Noire est une artiste par qui on peut avoir un message d'authenticité, voilà, de travail dans les productions musicales. Nous allons continuer à découvrir cette artiste qui s'illustre de diverses façons. Je l'ai dit ici, elle est une artiste qui fait un bon milieu entre traditionnalité et modernité. C'est pourquoi elle ne chante pas uniquement en langue vernaculaire, elle chante également en français et en anglais. Alors, le prochain titre est un moment d'extase musicale. C'est un moment où, voilà, on va oublier les soucis de toute la semaine, les soucis qu'on a eus, voilà, en société, dans les couples, en famille, et on va déguster A Moment in the Sun. This is a moment in the sun. This is our time that's just begun. This is our moment in the sun. This is our time that just begun. The moment of conception is when the thought arrives, requires our protection. These are changing life. We all have our direction. High specialized, powerful expression. We come to realize this is our moment in the sun. Moment in the sun. Ceci est un moment sur la lune. Vous savez à quoi ça renvoie la lune, Gisèle? Non, mais j'aime quand même la voix avec laquelle elle prend ce son, ce titre. C'est important. Un moment un peu de se rappeler de son gourmand, de ses avoues. Ça me fait plaisir d'écouter The Moment on the Sun. Voilà, vous l'avez vu comme moi. L'Heure Noire, c'est faire la transition entre voilà, ce qui est brouillant et ce qui est soif, ce qui va nous envoûter. Elle sait également nous faire danser. Des récompenses, elle en a eu énormément et franchement, si on prend le temps voilà, de lister toutes ces récompenses, on va dormir ici. Mais je vais quand même évoquer le prix Masao à Douala en 2010, un hommage à Myriam Makeba. Voilà, quand on parle, ça c'est du ouf dans le secteur musical. Elle a également eu en 2019 voilà, le prix prestigieux Tani d'Or aux Journées musicales de Carthage en Tunisie. Je vous ai dit, c'est une voix universelle. Elle nous représente partout dans le monde. Des scènes ici au Cameroun, elle en a eu.
plusieurs, et également dans le monde entier. Je vais évoquer la scène de Escale Bantou. Bantou, elle est une Bantou. La scène du FENAC, l'Institut français du Yaoundé de Douala, elle s'est produite dans le Cameroun tout entier. Alors, par ma voix, je vais vous inviter une seconde fois à découvrir un titre que beaucoup connaissent. Le titre, c'est 100%. Pourquoi je dis que beaucoup connaissent? Parce que c'est un titre qui a fait un peu de boom au Cameroun. Ouais. Et je vais également évoquer un problème parce que j'ai eu à causer avec des personnes du secteur musical qui me disent que voilà, on ne reconnaît pas le cachet, la poignée ou les œuvres d'un artiste par sa notoriété. Il y a des artistes qui font un bon travail, mais qu'on ne connaît pas, tels que L'Or Noir. Si vous posez la question à un jeune Camerounais, je vais dire de 18 ans, de 18 ans, qui est L'Or Noir ou qui est Myriam Makeba, certains ne connaissent même pas Manu Dibango. Mais c'est grave. Non, mais pour Manu, pour L'Or Noir quand même, on se demande à qui la faute. Peut-être à eux qui ne communiquent peut-être pas assez sur leurs œuvres, ou alors... peut-être parce que leur musique, on va trouver tout le monde apprécie pas le jazz, on aime beaucoup plus la vie du poulet, quoi. Voilà, des trucs qui bougent. Et puis, donc, du moins, elle entre quand même dans un disque des personnes qui apprécient, des personnes suspendues, si on va dire ainsi. Donc, une grande personne ne saurait, voilà, rester comme ça sans connaître L'Or Noir. Je crois qu'on nous dit du côté de la technique que ton titre est prêt, on va le déguster ensemble. Son vingwani telanyo ikomangitangara wabu soba danga doba teriyene baba chake makolo terapi wani nangwan bawo boba danga songi dingina evo ankat mokwaya ite kapami kenangoso nina menangame wolave 100%, je me donne à toi, mon amour, à 100%, je me donne à toi tout entière. Je suis dévouée à notre relation. C'est ce que communique cette musique de L'Or Noir que nous venons d'écouter. Malheureusement, au vu du temps, nous devons nous séparer. Mais c'était une joie pour moi de vous faire découvrir cet artiste. C'est mon travail ici dans Festi Azik. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour la prochaine édition pour découvrir une autre artiste ou un autre artiste. Merci Laetitia pour cette belle découverte dans le Festi Azik. Voilà, des chefs-d'œuvre qu'on déniche toujours et toujours avec toi. Il est 9h passé de 55 minutes. Alors très rapidement, on va donner les conclusions sur notre sujet du jour. Laetitia, pour toi, le bon choix d'un bon établissement, les critères à faire pour que son enfant n'entre pas dans la dépravation des mœurs et nous ramène de bons résultats à la fin de l'année scolaire. Pour moi, voilà, pour que mon enfant soit dans un bon cadre et qu'il revienne avec des bons résultats en fin d'année scolaire, ça commence par moi à la maison. Je dois m'organiser à faire en sorte que tout soit au bon moment, voilà, prêt pour l'enfant, parce que la rentrée scolaire est là, il faut les fournitures, il faut tout. Je dois, voilà, tout préparer pour lui, tout préparer et inclure, voilà, le choix de l'établissement, avoir un établissement à proximité, pour moi, un établissement de rigueur qui met vraiment l'éducation au centre de l'activité, avec des enseignants bien formés, qualifiés, voilà, des enseignements bien dispensés, un cadre propice et voilà une sorte de relation avec l'établissement et moi toujours être au courant de ce qui
fait l'actualité à l'école, est-ce qu'il y a un problème avec l'enfant et tout, voilà. Je vais faire mon possible pour que tous ces éléments entrent en jeu et avoir un bon résultat à la fin d'année scolaire. D'accord. Avec toi, Mathie, qu'est-ce qu'on dit en conclusion? Alors, pour ma part, à la suite de Laetitia, je dirais qu'il faut un bon encadrement. Ouais. Il faut bien encadrer son enfant. Il faut un bon suivi à l'école. Il faut, mais aussi un peu de moyens. Ouais. Et ajouter à ça aussi une petite prière. Parce que on a beau mettre tout en place, mais nous savons que c'est Dieu seul qui nous garde. D'accord. Alors, je termine avec ce dernier message qui dit, pour moi, le choix de l'école de ma fille, j'ai misé sur la réputation enseignant et de rigueur et l'école, la discipline, la propriété dans l'établissement, la distance et enfin le prix de 160 à 200 000 francs, pas plus. Voilà un autre message qui dit, pour choisir un établissement scolaire, parents, élèves, étudiants de base sur la réputation du dit établissement. Lorsque je parle de réputation, je vois notamment la discipline, les résultats ressemblent satisfaisants, la propreté de la compétence des enseignants et de la rigueur des dirigeants. Les parents, lors de ce choix, tiennent également compte des contraintes financières qui jouent un grand rôle dans cet arbitrage. En fonction de leurs revenus, ils choisissent son établissement de manière à réduire leurs dépenses tout en maximisant le rendement scolaire de leur progéniture. Notre message qui dit, la distance pour éviter le retard et faire comme mon grand-père. Si l'école finit à 15h et qu'à 15h20 tu n'es pas là, tu vas expliquer, c'est pour discipliner l'enfant. Voilà, c'était tout, voilà. Dans cette émission tout près de vous sur les ondes de la 87.7. C'était un plaisir de partager avec vous ces 2 heures de temps, 8h, 10h. On se dit à samedi prochain pour une autre production avec Laetitia Amanda, Sandra Onogo, Gisèle Matip, Bruno Vandor, Roland Legrand à la technique, à la réalisation, Serge V à ce micro de présentation. Je suis Gisèle Mpangiding. On se dit à samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, car tout près de vous, ça passe ou ça casse et bientôt ça change. Hey bébé, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon là. Hey bébé, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon là. Laisse-moi vivre avec ma façon là. Qu'est-ce que tu veux, mon mari? C'est à manger, ça jamais. Je suis déjà femme de l'heure. Tu sors, tu viens, tu prépares pour toi. Tu manges dans ton ventre. Je sors, je viens, je prépare pour moi. Je mange dans mon ventre. Les enfants là qui te ressemblent, soir deviennent et préparent et mangent dans le ventre. Eh bébé, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon là. Façon là, façon woman, façon là, façon. Laisse-moi vivre avec ma façon là. Tu es série de mon cœur, mais je ne suis pas série de ta part. L'autre là, elle est série de ton cœur et même de tes poumons à cœur. Tu crois même que quoi? Moi m'a tiré chez toi comme la chèvre, même l'habit de Wirmas, tu n'as jamais collé ça sur moi. Je ne connais que les mangangs de mon colo, sans venir me tromper. Eh bébé, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon là. Façon là, façon woman, façon là, façon. Laisse-moi vivre avec ma façon là. À qui tu dis? Tu y as donné pour la route 8 porcs, 100 kilos. Donc je dois me transformer en pondeuse. Il y a la grippe aviaire dans la chambre et même dans l'océan. Donc
zéro consommation poulet. Aïe, oh, me taraille. C'est bon.